J'ai conscience relativement d'être un parasite. Quel culot, quoi. Il faut le savoir. Voilà. Je n'ai jamais vu cela. Menteur, pharisien. Et bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous êtes bien sur le French Dream, la seule et unique chaîne à dépeindre la réalité, la triste réalité française. Le thème de l'émission va être sur l'expatriation. Bonsoir mon cher Xavier, comment vas-tu ? Bonsoir mon cher Gaston, je suis très heureux aujourd'hui d'aborder ce thème qui est non seulement cher à mon cœur et je pense au tien également, qui va nous permettre de réfléchir à la fois sur la situation de la France dans le monde et également des différents pays qu'on peut aborder lorsqu'on réfléchit à une expatriation. Eh oui, alors ma première question pour toi mon cher Xavier va être pourquoi de plus en plus de Français choisissent l'expatriation ? Alors évidemment, pour se positionner dans les chaussures des Français, dans leur tête, je ne vais pas faire d'anglicisme, eh bien, il faut partir du postulat que le Français est déçu. Le Français a envie de bouger car il a plusieurs sources de motivation, hein. Bien souvent, la première source d'expatriation, c'est pour les Français qui ont un certain milieu, hein, une certaine éducation, un certain niveau de diplôme, et qui veulent utiliser leurs capacités afin, bien évidemment, d'avoir de meilleures rémunérations. La France, au sein de l'OCDE, n'est pas parmi les pays les plus rémunérateurs, hein. Même au sein de l'Union européenne, l'Allemagne fait souvent bien mieux. Et puis, si on regarde certains secteurs clés, il y a une espèce de ralentissement de l'embauche, hein, même en informatique par exemple, qu'on voit beaucoup moins dans les pays anglo-saxons ou en Suisse, ainsi que dans certains pays d'Asie. Donc, partant de ces postulats, on peut se dire que le français, classiquement, comme dans beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres nationalités connaissent le même genre de déboire, une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail, etc. Outre ces sujets, il y a également une quête d'opportunité, hein, d'ouverture personnelle sur le monde et de se dire que peut-être qu'ailleurs c'est mieux, en termes de conditions de vie également. Est-ce qu'en fait, il y a uniquement des raisons positives qui vont pousser les Français à quitter la France ou est-ce qu'il y a également un malaise profond? Et là, il faut également regarder l'état de la France actuellement. Il n'y a pas que l'herbe qui peut être plus verte ailleurs, il y a peut-être, l'herbe en France qui commence à être, marron, moisie, voire, complètement à chier. Et à ce moment-là, il faut commencer à regarder, notamment l'état de certaines villes, l'état des transports, l'administration en France, tout un tas de problèmes, les problèmes qu'on a évoqués dans l'épisode du salariat. Et effectivement, là, ce n'est plus une question de partir pour trouver mieux, mais surtout de partir pour trouver moins pire. Et c'est là qu'on observe quand même un certain nombre de départs qui ne vont pas vers des pays plus développés, tout du moins avec une attraction, plus conséquentes que celles de la France, telles que les États-Unis, le Canada dans certains cas, pour ceux qui veulent rester dans un domaine francophone. Mais on voit également des gens partir en Chine, en Russie, au Brésil. Et là, on voit une sorte d'expatriation idéologique. Et d'ailleurs, je voulais te demander, Gaston, connais-tu par exemple des exemples de personnes qui auraient pu vouloir s'expatrier pour des raisons plus idéologiques qu'économiques? Alors oui, tout à fait, je vois très bien de quoi tu veux parler. J'aimerais simplement revenir sur quelques petits points. Du coup, tu nous dis que l'expatriation est donc croissante, ce qui, normalement, pour la 7e puissance mondiale, est pas forcément un bon signe. Donc, que la France est en déclin, et que ce que la France propose uniquement à ses citoyens, c'est ce qu'on décrit quotidiennement, c'est le French Dream. Voilà, classiquement, être salarié, avoir ta maison de banlieue, ta Magali, ton chien et ta voiture familiale. Voilà, c'est à peu près ça. Au mieux, ce qui vous attend. Au pire, ça va être un peu plus proche de la ville et dans des conditions un peu plus désagréables. Ensuite, effectivement, la quête d'aventure. Donc, comme on l'a évoqué dans l'épisode sur le salariat, d'ailleurs, je le rappelle à tous, abonnez-vous, lâchez des likes et activez la cloche pour rater aucune de nos nouvelles performances dignes des plus grands sociologues sur des canapés rouges. Donc effectivement, la quête d'aventure, parce que je pense qu'il y a aussi un phénomène qui font que les jeunes gens comme nous, comme toi, comme moi, en ont simplement marre d'être nés dans une ville où ils ont fait leurs études. Si toutefois ils ont pu déménager de région pour acquérir des nouvelles compétences ou simplement être dans une entreprise qui leur plaît ou pour voir autre chose, il y a un phénomène de grandeur. Voilà, c'est visiter un pays, visiter une culture, voir autre chose. Et effectivement, la France, il y a de moins en moins d'opportunités qui font rêver en fait. Donc on veut, c'est du changement, c'est un nouvel ère. Et c'est comme la fin, par exemple, d'une certaine forme d'insécurité. Si tu veux, on en a marre.
de ne pas pouvoir sortir sans se faire agresser, sans se faire voler, sans se faire insulter. Voilà, la sécurité qui est omniprésente. Il y a des gens qui ne veulent pas élever leurs enfants, leurs futurs enfants, dans ces conditions-là. Du coup, ils préfèrent partir. On va leur proposer, certes, un salaire plus faible, comme tu as pu le dire dans des pays qui sont visiblement moins développés, qu'on pourrait appeler les pays du sud global, qui d'apparence sont moins développés, mais toutefois n'ont pas les problèmes des pays occidentaux. Effectivement, je plus sois, en fait, par rapport à cette demande de pays moins développés, en fait, c'est surtout des pays avec des valeurs plus traditionnelles qu'on ne retrouve plus dans l'Ouest, ou rarement du moins. Et effectivement, c'est souvent la recherche de cette population qui n'a pas les moyens forcément de se gentrifier en France et d'habiter à Chatou dans un petit réduit avec un hôtel particulier. Bien, effectivement, ils ne peuvent pas payer les écoles catholiques très chères à leurs enfants, qui de toute façon sont de moins en moins en rempart à toute cette Idéologie. Ouais. idéologie, oui, complètement Dans l'air du temps. lobotomisante de la Exactement. France. Et donc, à terme, eh bien, ces gens-là se décident de partir souvent vers des destinations qui peuvent paraître un peu rustiques, mais qui s'avèrent avoir effectivement un socle idéologique. Et puis, je pense qu'il y a également deux types de malaises identitaires qu'il faut analyser dans le départ des Français. Il y a ces Français, par exemple en Île-de-France, qui n'ont pas vraiment d'attache à la France particulière. Pourquoi donc? Parce que l'Île-de-France est une région qui n'existe que par Paris et que à travers Paris. Si vous allez voir des gens des Yvelines, des gens de la Seine-Saint-Denis ou des gens du Val d'Oise, eh bien, ce sont des gens qui ne vont pas se reconnaître dans une identité régionale. Ils vont simplement se dire: j'habite pas loin de Paris, je suis un banlieusard. Et le petit banlieusard qui a grandi toute sa vie dans une petite ville, un peu éloignée de tout, mais complètement assiégé par des phénomènes de chômage, d'immigration et d'insécurité, mais il n'a aucun intérêt à rester dans cette région, pas même le fait qu'il ait un minimum d'attache. Il ne se sent pas parisien car il ne vient pas de Paris même, mais en même temps, c'est la majorité de la population qui habite autour de Paris qui en subit tous les désagréments sans en avoir les avantages. Il y a tous ces problèmes de transport, etc. Donc tous ceux déjà qui habitent dans ce type de région, je parle ici donc de l'Île-de-France, mais souvent il y a également des Picards, ainsi que d'autres de nos compatriotes qui subissent ce genre de traitement, en fait, qui ne se reconnaissent pas car ils n'ont pas d'identité régionale, ils n'ont pas de langue régionale, ils n'ont pas de tradition qui correspond à l'endroit d'où ils viennent. Et sachant que la France républicaine a retiré ce type de tradition dans la plupart des régions, eh bien, on se retrouve avec de plus en plus de monde qui se dit: mais de toute façon, quelle est mon attache? Mon attache, elle est familiale, elle est économique, elle est tout simplement liée à mon petit confort de français. Mais ceux qui arrivent à s'en détacher un minimum, qui ne sont pas ultra matérialistes, eh bien, comprennent qu'ils ont besoin de bouger pour accomplir quelque chose dans leur vie. Effectivement, Sinon, la donc, France pousse en donc, fait à donc là, l'expatriation. c'est ça, ça pousse à l'expatriation, et c'est le quotidien de tous les périurbains, ou même des hyper-urbains, ceux qui sont en centre-ville. Tu n'es plus attaché à une terre, malheureusement, tu n'es plus attaché à la terre de tes ancêtres, parce que la République a fait que tu n'es plus attaché à tes racines. Voilà, on est tous déracinés maintenant, on a tous une culture globale. Donc le problème de l'expatriation, où les sacrifices sont de plus en plus petits pour des gains de plus en plus grands, en fait. Non seulement les sacrifices sont de plus en plus grands, effectivement, et puis pour ce qui est de la tâche, comme je le décrivais, il va falloir avoir une espèce de déclic, de se dire: à quoi appartiens-je? Quelle est mon unité avec ces gens, avec ces French dreamers qui sont autour de moi, avec ces névrosés que je croise au travail, en faisant les courses, etc. On a moyen vite de devenir dépressif en France. On est l'un des pays où se vendent le plus d'antidépresseurs et on comprend pourquoi. Parce que les gens ne se retrouvent pas entre eux, ne communiquent plus, ne communient plus entre eux. Et finalement, on se retrouve dans une espèce de bulle, de sphère complètement séparée des autres, où on se dit: mais en fait, je pense qu'à ma gueule, à ma petite bagnole, mon petit appart, et je ne vais plus célébrer, en fait, en quelque sorte, le fait d'être dans un pays fort et avec un certain nombre de références culturelles communes. Ça devient de plus en plus alarmant. Effectivement, les gens ne sont plus fiers d'être français, du coup, à quoi bon rester, en fait? Oui, et du coup, concernant le point précédent, effectivement, il y a même pas mal de sociologues ou de politologues qui ont dû s'expatrier de la France, tout simplement pour des raisons en dehors de l'idéologie. C'est simplement des raisons de liberté d'expression. Moi, typiquement, j'ai demandé une double nationalité dans un pays frontalier à la France parce que j'ai eu des problèmes, des déboires judiciaires pour justement avoir défendu
Les concitoyens français. C'est terrifiant ce que tu nous dis, Gaston. Mm. Et justement, tu as été obligé de demander cette nationalité. Penses-tu qu'elle puisse vraiment te protéger, cette nationalité? Penses-tu qu'un jour, en étant vraiment assailli par le système français, tu aurais besoin de t'expatrier pour cette raison? Bah, malheureusement, c'est un pays qui ne protège pas ses ressortissants en cas de condamnation à l'étranger. Et c'est un pays de l'Europe. Du coup, je pense pas que ça nous protège, mais simplement, ça peut retarder les démarches administratives. Après, c'est vraiment anecdotique, mais voilà, faut savoir que pour certaines blagues, certaines exactions dans le réel, ou simplement participation à des manifestations, voilà, on peut être condamné en France. Ça en devient terrible parce que de toute façon, la France, qui toujours dans son aveuglement vient balayer devant la porte des autres avant de balayer devant sa propre porte, va nous dire que effectivement on est le pays de la liberté, le pays de la liberté d'expression, et qu'il n'y a nullement raison d'aller regarder ailleurs comment ça se passe, parce qu'évidemment nous sommes le pays phare en matière de liberté, et qu'il n'y a pas de raison de vouloir s'expatrier dans ce cas. Mais en fait, on peut regarder à travers les soldes migratoires que l'immigration qui arrive en France compense, voire parfois dépasse légèrement le nombre de personnes qui quittent le territoire chaque année, le territoire métropolitain évidemment. Mais on s'aperçoit que malgré ça, il y a un phénomène de baisse de qualité dans un certain nombre d'industries qui ne ment pas. Les personnes qui quittent la France aujourd'hui quittent la France avec un certain savoir-faire. Ce sont des personnes qui pensent pouvoir réussir en entreprenant à l'étranger. Et ça, Voilà. je veux insister dessus parce que l'entrepreneuriat en France aujourd'hui, à part pour une petite manne, une petite caste qui a quand même réussi à s'accaparer l'immense majorité des richesses et des relations dans ce pays, eh bien, il y a un véritable fardeau fiscal, hein. Quand on regarde les impôts très élevés, les charges sociales, etc., pour créer son propre compte, en fait, hein, se mettre à son propre compte, eh bien, quand on regarde simplement le taux de taxation dans des pays proches, on peut regarder la Suisse qui est frontalière, on peut regarder le Portugal dans l'Union européenne avec ses taux assez faibles, la Grèce également. Dubaï, si on veut aller carrément vers des pays qui sont à la fois très reliés, mais en même temps avec des avantages fiscaux, avec par exemple également l'Irlande ou le Luxembourg, qui sont des pays qui attirent les géants de la tech et pour des raisons qu'on connaît très bien, des raisons fiscales également. Bref, il y a une compétitivité très accélérée dans un certain nombre de pays tout autour de nous. Il y a également une compétitivité de liberté quand on regarde que dans certains endroits, peut encore émettre différents sons de cloche sur des questions médicales, des questions sociales, des questions sociétales également. On peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment bien d'en arriver à de tels taux de D'imposition ou par exemple l'égalité homme-femme dans les entreprises, oui. Exactement. Ce genre de sujets qui peuvent, par exemple, faire débat dans d'autres pays, eh bien, ce n'est plus lieu d'être en France. Tout simplement, ce sont des sujets qu'on ne peut plus aborder. Il y a une espèce de chape de plomb qui vient nous recouvrir dès lors qu'on essaye de s'exprimer contre un certain nombre de progrès, du progressisme à la française, alors que malheureusement, on l'a bien vu avec la cérémonie des Jeux olympiques, en fait, le monde a regardé horrifié ce qui se passait en France, non pas parce que la France avait fait quelque chose d'ultra progressiste comme l'auraient fait certains autres pays, non parce qu'elle dénaturait sa culture originelle et parce qu'elle souillait la mémoire de certains des grands Français qui ont fait de ce pays vraiment une nation C'est ce qui a fait de la France, lumière, oui, voilà. exactement. Eh bien, on a bien vu le crachat sur le tombeau de la France qu'avait fait malheureusement le comité olympique. Effectivement, du coup, on croule sous les démarches administratives pour entreprendre. Et en fait, on se dirige vers un monopole. Et pour les gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'expériences personnelles ou d'expériences collectives plus réduites ou à leur niveau ou simplement en groupe, bah, la France ne permet plus ce genre de choses. Il y a plus cette ruée vers l'or que l'Amérique a pu proposer à un certain moment. En France, c'est fini aussi. On ne peut plus entreprendre à titre personnel sans effectivement crouler sous les impôts, crouler sous les démarches, sous les lois, la chape même européenne en fait. Mais il faudrait qu'il se crée une véritable soupape européenne, une soupape française par rapport à ça, parce qu'on est actuellement sous une pression qui ne cesse de grandir. Et il y a également un sentiment d'insécurité dont tu parlais plus tôt, la précarité qui augmente de plus en plus, hein. Les gens sont de plus en plus dans le besoin, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de se soutenir les uns les autres. Et comme on l'a déjà évoqué, eh bien, cette espèce de déconstruction culturelle et cette déconstruction des régions, des valeurs locales, eh bien, amène à de moins en moins de solidarité active
pour les Français, et on se retrouve dans un espèce de paradoxe où le Français soit pense à sa gueule et se sauve, quitte à ne plus payer d'impôts pour aider les autres Français qui sont de plus en plus dans le besoin, mais c'est la seule façon qu'il a de pérenniser sa lignée et de donner une chance à ses enfants de pouvoir exister dans un pays où ils seront reconnus peut-être comme des immigrants, mais certainement au moins comme ayant les chances et les capacités de développer leur propre business, leur propre logique d'économie, ou alors, eh bien, il les condamne à être dans le système actuel et on voit vraiment la chute du système français actuel dans tous les domaines. Hein. On peut voir également la note qui va certainement baisser à nouveau, qui va faire que les taux d'emprunt de la France vont encore augmenter d'ici très peu. C'est vraiment très négatif pour le moyen long terme. Donc, en voyant cela, il ne s'agit plus d'une question en fait simplement de goût, de préférence ou de vouloir essayer d'avoir mieux. En fait, il s'agit vraiment de se sauver avant que le navire coule. Effectivement, parce que même dans les secteurs clés, on se rappelle que le virage de la tech, la France est totalement passée à côté, alors que c'est quand même l'avenir. Pareil pour la santé, on n'a plus aucun domaine où on est censé être pionnier. Alors que des pays qui sont soi-disant décrits comme le tiers-monde par l'Europe, par les penseurs français, sont en train de nous mettre, en train de prouver leur supériorité sur beaucoup de domaines. Ils ont un retard, certes, ils ont eu un retard à un moment donné, mais ils sont en train de le rattraper considérablement. Et puis le retard en plus qui s'est accumulé de leur côté aujourd'hui, ils s'en servent pour en faire une force parce que ces pays-là regardent les solutions qui ont fonctionné le mieux chez nous pour ne pas avoir à se retaper toute l'ingénierie qu'on a eue. Il y a eu beaucoup d'essais dans différents domaines, dans les transports, dans l'énergie, etc., qui n'ont pas été vraiment fructueux en France et qui du coup n'ont pas été répliqués dans ces pays moins riches. Et puis ils ont regardé ce qui fonctionnait le mieux afin de vraiment récupérer une solution optimisée pour chaque problème. À l'inverse, nous, on est en train de nous parler actuellement d'une logique de décroissance, d'une économie de gauche qui voudrait que, non, c'est pas grave, finalement, on va rouvrir les centrales à charbon. Macron veut ce type de projet apparemment. Adieu le nucléaire et surtout adieu le développement du nucléaire plus propre qui potentiellement pouvait exister via les recherches sur les EPR. Les projets ne sont pas totalement abandonnés. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution et le retard qu'on s'est nous-mêmes créé pour des questions soi-disant écologiques et surtout sociales, en fait, va nous coûter très cher dans les années à venir. Et c'est là qu'on va voir qu'en fait, l'Europe va certainement en revenir à des solutions, à la rigueur, moins développées que des pays pauvres qui, eux, auront moins de normes au niveau écologique, au niveau des consommations, etc. Puisqu'également, avec la guerre en Ukraine, on voit bien que la Russie a envoyé tout un tas de matières fossiles dans certains pays pauvres pour garder de très bonnes relations avec ces pays plus ou moins non alignés. Et en fait, eh bien, encore une fois, nous allons en pâtir en Europe et surtout en France parce que nous avons eu une augmentation des prix et puis parce que de toute façon, nous ne pouvons pas créer la matière que nous ne possédons pas et ça va forcément causer des problèmes avec l'augmentation des consommations perpétuelles, alors que dans ces pays-là, ils vont pouvoir consommer sans regarder. Et donc, je pense que la compétitivité de la France va encore plus souffrir de ce type d'événement. Oui, et pour la petite anecdote, dans tous les secteurs clés de la sécurité française, de la sécurité informatique, j'entends la cybersécurité, et ben les entreprises qui sont derrière la cybersécurité française sont toutes israéliennes. C'est quand même intéressant. donc pas vraiment de souveraineté dans ce domaine. Non, c'est ce que effectivement, tu nous dis, la souveraineté dans l'informatique est totalement finie en fait, totalement morte, et on est totalement soumis à d'autres puissances extra-européennes. Donc, Mais du coup, Gaston, autant partir. Autant partir justement, j'allais te poser la question, si tu penses que nous n'avons donc plus notre souveraineté en matière informatique, nous avons un certain nombre de problèmes qui font de la France un pays de névrosés pour névrosés par des névrosés, et puis nous avons d'autres problèmes à venir, et effectivement la vague se rapproche de plus en plus de nous, donc nous sommes en mesure d'apercevoir les problèmes les plus immédiats, et encore il y a certainement des problèmes inimaginables pour les dérèglements complètement loufoques de la société française. Penses-tu qu'il est temps de partir maintenant? Alors, il y a deux points de vue. Soit c'est rester et combattre, que ce soit idéologiquement, sociologiquement, en créant des entreprises, en essayant de créer, sauf qu'il y a vraiment non pas un bouclier étatique, mais plutôt une lame étatique, une épée étatique, et que c'est très 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 compliqué. Ouais, effectivement, quitter le navire avant qu'il soit trop tard, et créer une diaspora, parce qu'on le rappelle, les pays les plus influents ont eu à un moment donné une diaspora. La France était quasiment un des seuls pays à ne pas disposer d'une diaspora, à part peut-être éventuellement le Canada, mais peut-être qu'il est temps d'en créer une
pour redorer l'image de la France à l'étranger. Parce que les territoires perdus de la République ne sont plus accessibles. C'est vrai, Gaston. Tu as raison, en fait. Le seul endroit où les Français pourront se retrouver sera certainement en dehors de la France. C'est dommage, mais en même temps, on peut avoir de l'espoir en une nouvelle communauté française qui serait basée non pas sur une simple appartenance géographique, mais enfin sur une identité, une idéologie, et effectivement, le fait qu'elle puisse se rendre des services et exister comme une véritable diaspora, comme beaucoup de pays ont su le faire précédemment. Effectivement, parce qu'on peut avoir une meilleure qualité de vie, comme on l'a dit, avec moins d'insécurité, des systèmes de santé qui fonctionnent mieux, même des systèmes sociaux qui fonctionnent mieux, des écoles de meilleure facture, des enseignements, euh, des, des, des possibilités en termes de travail, en termes d'emploi qui sont bien plus intéressantes que simplement soit un 3x8, soit simplement être ouvrier du tertiaire ou un employé du tertiaire dans un bureau d'études où on nous promet un 9h-17h, bah on peut avoir autre chose, mieux payé, avec une société qui fonctionne mieux autour et qui est moins dangereuse. Donc il y a beaucoup d'avantages à l'expatriation. Malgré tout, mon cher Gaston, est-ce que tu as quand même des points de réticence avant de partir? Je devrais te demander ça car nous pouvons le dévoiler à nos spectateurs. Je suis effectivement doté d'une certaine expérience d'expatriation précédente dans plusieurs pays. As-tu des questions particulières qui pourraient être liées au fait de partir un peu à l'inconnu? Penses-tu que partir trop rapidement n'est pas un peu risqué? Est-ce que tu as des questions à ce sujet? Alors oui, comme tu as dit précédemment, je pense que pour partir, il faut vraiment avoir un déclic. Il faut se réveiller, il faut sortir de ce qu'on connaît, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment pas hésiter Il faut pas hésiter quelquefois à sortir de sa zone de confort pour simplement se rendre compte qu'il y a mieux ailleurs. Mais pour arriver à ce mieux, il faut passer par des étapes un peu difficiles. Je pense qu'en termes de défis, il peut y avoir un certain isolement social si on part dans un pays avec une langue qu'on ne maîtrise pas ou qu'on maîtrise assez peu. Et il faut se recréer un cercle social, un cercle d'amis, refaire certaines habitudes, se recréer une bulle. Voilà, quand on a grandi dans une ville, quand on connaît, qu'on a nos amis, qu'on a nos habitudes, qu'on connaît les lieux, qu'on connaît la géographie, c'est plus facile d'évoluer là-dedans. Même si ce qui s'y passe est très désagréable, bah, il y a une certaine forme d'habitude, une certaine forme d'accoutumance qui pourrait se créer. Alors que là, il faut vraiment sortir de tout ça, dire non, stop. Mais c'est assez compliqué et on peut avoir certains chocs culturels, par exemple, de cultures qui sont différentes de la nôtre, de la civilisation française ou même plus ou moins latino-occidentale. Il peut y avoir des chocs culturels. Et il faut s'adapter en termes de gastronomie, il faut s'adapter en termes de musique, par exemple, en termes de géographie, en termes de météo. Voilà, faudra s'acclimater à peu près tout ça. Ça peut représenter pas mal de défis pour certaines personnes, mais ce qui peut vous attendre est quasiment meilleur que ce qui vous attend en France. C'est bien vrai. Alors déjà, si vous regardez les différents continents sur lesquels vous pouvez vous expatrier, on peut commencer par évidemment regarder tout autour de nous l'Europe, l'Union européenne dans un premier lieu, et puis les autres pays. Bon. La plus grosse diaspora française, si on peut encore appeler ça une diaspora, puisque comme on le décrivait, elle n'existe pas vraiment, mais la plus grosse communauté française qui serait établie proche de la France, ce serait évidemment la communauté française de Londres, hein. En Angleterre, effectivement, il existe un grand nombre d'expatriés français. Ça a diminué depuis le Brexit et évidemment les relations des deux pays peuvent parfois faire fluctuer un peu ce nombre, mais on voit que des Français établis là-bas ont tenté de changer de vie. Cependant, ils n'ont pas du tout la mentalité expat que je vais mentionner après pour des gens qui ont été chercher des destinations plus loin et plus risquées. En fait, ils essayent de recréer une petite France en Angleterre et beaucoup d'étards de la France actuelle, en fait, peuvent être retrouvés directement sur place, d'autant plus qu'ils ne vous aideront pas forcément. Ils ont Maintenant, réussi pour à l'expérience- expatrier les problèmes qu'il y allait avec. Exactement. En fait, ils ont pris les mauvaises parties de la France et ils les ont réassemblées comme une boîte de Lego. Et malheureusement, eh bien, on voit que ça recrée sur une société déjà un peu instable en Angleterre. Il faut déjà aimer ce pays sur un certain nombre de points qui n'est pas forcément mieux que la France pour tout. Au-delà du bien meilleur salaire, il y a quand même d'énormes problèmes et effectivement, le coût de la vie là-bas aussi est non négligeable. Eh bien, je dirais que ce n'est pas la meilleure communauté française dans laquelle s'insérer, évidemment. Après, des pays avec beaucoup moins de communautés françaises, parfois,
En fait, on réussit à adopter les Français de façon bien plus linéaire, hein, bien plus évidente. Et je pense notamment aux pays du sud-est de l'Europe, hein. Je pense, à la Croatie, je pense à l'Albanie, je pense, à la Grèce, et puis dans une certaine mesure, les Français, qui habitent en Turquie, mais du côté d'Istanbul. Eh bien, on peut voir que là-bas, déjà le climat, souvent plus avantageux qu'en France, ce n'est pas non plus vraiment, délétère, hein, il faut quand même le mentionner. Permet aux gens d'être un peu plus souriants, hein, ça manque de sourire dans les rues en France. Et puis pour ce qui est du concret, on voit que malgré bien souvent des salaires inférieurs à la France, eh bien dans ces pays-là, l'entraide, le fait que les gens, mais même, pas forcément entraide entre Français, hein, je veux dire, l'entraide entre le local et le français peut exister, eh bien ça redonne espoir. Déjà, ça donne envie d'investir et malgré d'énormes lacunes de ces pays sur un certain nombre de points, hein, des retards, ou encore également des problèmes, rampants qui existent, déjà en France de façon plus accentuée, mais dont on voit qu'ils vont certainement toucher ces pays à terme, eh bien, on peut encore avoir de l'espoir et je pense qu'on pourra évoquer ça dans un épisode ultérieur où nous parlerons éventuellement des gens qui vont chercher leurs femmes à l'étranger, hein, ce sera encore un autre sujet à couvrir en plus de l'expatriation en général car certains préfèrent la ramener en France que d'aller vivre avec elle là-bas. Ce sont déjà des pays dans lesquels vous vous sentirez plus à l'aise, moins en insécurité et avec des opportunités maigres, mais dès que vous en tenez une, vous saurez que vous aurez quand même votre place dans cette société-là. Vous sentirez votre utilité et à terme, vous pourrez réfléchir à une installation vraiment pérenne dans ces pays d'Europe du Sud-Est. Mon cher Gaston, est-ce que tu vises une autre région du monde? Est-ce que, par exemple, tu as déjà pensé dans ta vie à aller vivre en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud? Alors effectivement, l'Amérique latine m'a traversé l'esprit pour la qualité de vie et la qualité même gastronomique, parce que c'est, à mon sens, une des meilleures gastronomies, forcément après la française. Celle d'Amérique latine est très très bien classée, je pense. La météo, qui est vraiment agréable, voilà. Si on est dans des latitudes acceptables, il fait beau et chaud toute l'année. Je pense notamment au Mexique, la Basse-Californie, il fait chaud et beau et chaud toute l'année. Mais il y a une certaine forme d'insécurité aussi, qui n'est pas forcément liée à la religion, hein, faut le préciser. Le problème, c'est la mainmise américaine sur toute l'Amérique latine, en fait. Donc à tout moment, ton pays peut être submergé par une inflation, être submergé par des problèmes de drogue, être submergé par des cartels. Donc c'est quand même assez... c'est à double tranchant, quoi. Évidemment, il faut savoir se préparer au pire et peut-être que l'expatriation en Amérique latine sera une bonne solution temporaire, mais à terme, ça pourrait quand même laisser à réfléchir. À chaque fois, en fait, il faut bien réfléchir à la zone d'influence du pays dans lequel on va aller, car ça peut tout changer, en fait, hein. Et justement, en parlant de pays influents, est-ce que les États-Unis ont déjà traversé ton esprit? Pas vraiment, franchement pas vraiment, parce que les problèmes occidentaux qu'on a sont les mêmes amplifiés en Amérique. Du coup, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Même s'il y a quelques villes qui pourraient être agréables, je pense notamment au Texas, qui ont su se préserver d'une certaine forme d'idéologie. C'est à peu près tout ce à quoi je pense. Effectivement, je peux totalement aller dans ton sens. Il y a effectivement, à travers les États-Unis, certains problèmes, voire la majorité des problèmes français qui existent dans une société qui, en plus, fait tout à des échelles, toujours incomparables. Par contre, effectivement, ça reste un pays libertaire et qui, du coup, donne dans certains lieux et dans certaines conditions, souvent des opportunités largement meilleures quand même que la France. Faut pas oublier que c'est un pays, pour trouver un travail, c'est quand même largement plus évident que par chez nous. Il y a également un effort de fourni, de par les autorités américaines à maintenir leur pays dans une espèce de cohésion, alors avec leur système de race et cetera. Il y a évidemment de grandes différences par rapport à notre culture, voltairienne, hein. Mais malgré tout, je trouve que les États-Unis, pas forcément à considérer comme une expatriation de long terme non plus, peuvent représenter quand même un certain attrait, un peu un de ces pays de cash out. Vous savez, souvent il y a des Français qui ne partent pas directement en expatriation définitive, mais qui font le fameux, permis vacances-travail, PVT, hein, afin d'aller par exemple au Canada ou plus simplement en Australie, en Nouvelle-Zélande ou à Taïwan. Bon, il y a d'autres destinations qu'on pourrait citer. Bien souvent dans ces PVT, on fait des travails, un peu ingrats, hein. On est dans les champs, on va faire, des vendanges, on va faire plongeur, et cetera, et cetera. Mais
Tout l'intérêt, c'est de retirer un maximum de pognon pendant 1 ou 2 ans, avec la durée autorisée du programme du permis vacances-travail, et ensuite de rentrer en France avec ces quelques sous en plus. Et puis, on connaît toujours quelques expats qui font souvent un espèce de chemin des PVT. Ils passent 1 an en Nouvelle-Zélande, 3 ans en Australie, 1 an au Canada, etc. On ne sait jamais vraiment où ils vont s'arrêter finalement. Donc, je pense que les États-Unis, avec leur système de au pair notamment, hein, et leur bonne connexion avec la France, peuvent rester à considérer pour une expatriation court à moyen terme. Il y a moyen de faire de très bons investissements aux États-Unis, et de toute façon, avec l'influence rayonnante des États-Unis, eh bien, c'est rarement un mauvais investissement que d'aller là-bas, à moins évidemment de ne pas avoir de plan du tout. Car effectivement, planifier il faut, et c'est là que nous allons pouvoir nous attaquer aux 2 principales aires restantes d'expatriation des Français. Bon, évidemment, on pourrait penser à l'Afrique, parce qu'il y a certains Français qui ont des origines africaines qui aiment retourner dans leur pays. Ce sont des sujets qu'on pourrait évoquer dans une vidéo séparée, car il s'agit également d'un problème un peu plus profond que simplement le besoin d'expatriation, le retour aux racines. Et puis, donc il reste essentiellement la zone un peu la russosphère, hein, si je puis me permettre. Tous ces pays plus ou moins proches de la Russie, et également l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, hein, à savoir vraiment la Cochinchine, je voulais dire l'Indochine, et l'Asie de l'Est évidemment, bon, Corée du Sud, Japon et Chine. Y a-t-il un des pays d'Asie qui pourrait t'attirer, mon cher Gaston? Alors oui, tout à fait, en termes de pays d'Asie du Sud-Est notamment, je pensais au Vietnam, qui pour moi me semble être une destination assez agréable, compte tenu de la longueur du pays. On peut y trouver à peu près tous les climats, avec une gastronomie très acceptable, et un besoin de créer, de recréer ce pays qui a pendant longtemps été soumis à des guerres en fait. Mais quelle coïncidence effectivement, pour avoir un petit peu séjourné là-bas, eh bien, je vais pouvoir aiguiller quelques réponses par rapport à tes interrogations, si tu en as sur ce pays. Effectivement, comme tu le décris, un pays avec une extrême richesse en termes de paysages, une reconstruction qui est déjà bien amorcée, mais comme tu le dis, il y a toujours besoin d'aller là-bas pour investir et de faire un peu les pionniers dans certains domaines, hein. Le Vietnam, encore une fois, c'est un pays qui a certaines lacunes dans certains domaines bien précis, mais qu'il pallie vraiment à recouvrir sur le court terme avec des solutions temporaires, mais totalement étudiées, et puis qui veut sur le long terme s'imposer comme le numéro un dans plusieurs sujets. On voit aujourd'hui que parmi les pays de l'OCDE, en termes de mathématiques, le Vietnam se classe 4e mondial dans l'éducation des enfants. Donc vraiment, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour le futur et pour une construction à la fois pérenne et audacieuse de la part du Vietnam. C'est le cas également d'autres pays d'Asie du Sud-Est, hein. Si on regarde la Thaïlande, la Malaisie, c'est vraiment des pays qui se sortent les doigts et qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'éviter à leurs futures générations de revivre les espèces d'humiliations d'avoir été des pays complètement dépendants du tourisme et de la satiété américaine, en fournissant à des touristes complètement éberlués des prestations qui bien souvent nous feraient vomir de dégoût, quand on sait les saloperies et tout ce qui est illégal qui s'est produit dans ces pays-là dans les années 90-2000. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des pays qui s'affirment entre eux et qui ne veulent plus, non d'une influence américaine trop présente de par les bases américaines, les militaires, les guerres, la guerre du Vietnam, etc. Et puis non plus de l'influence chinoise qui est grandissante, mais qui est également menaçante pour un certain nombre de pays dans la région. Parfois, il y a des partenariats qui semblent lucratifs pour les deux côtés. Et puis, bien souvent, on s'aperçoit qu'en fait, la nature de ces accords va léser les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, eh bien, il y a l'ASEAN, ASAEAN, cette association de pays qui vise vraiment à regrouper les pays d'Asie du Sud-Est et qui va permettre de créer une force et un bloc de ces pays qui sont non alignés et qui veulent simplement se développer par eux-mêmes. Chose qui est malgré tout assez compliquée. Donc, pour l'expat français, si on revient sur notre sujet principal, l'intérêt de ces pays, c'est que tout y reste à faire. En termes d'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de facilité, hein. Il y a également déjà des Français établis sur place, mais qui sont arrivés là-bas avec leur bite et leur couteau, qui ont tout construit par eux-mêmes et qui ont su s'imposer dans un certain nombre de domaines, et qui seront donc non seulement favorables à aider d'autres Français à s'installer, mais qui en plus savent la difficulté d'être expat et d'organiser son propre plan
pour se créer une vie dans un nouveau pays. Donc effectivement, ce sont des pays challengeants, mais motivants et qui auront certainement de grandes débouchés dans les décennies à venir. Et dis-moi Gaston, si tu devais t'expatrier, dans combien de temps le ferais-tu environ? Est-ce que ce serait plutôt 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être avant? Penses-tu qu'il y a urgence à s'expatrier aujourd'hui? Alors effectivement, comme on peut le remarquer au quotidien, la France va de moins en moins bien et je pense effectivement m'expatrier à relativement court terme pour viser un pays d'Asie du Sud-Est. Car comme tu l'as dit, il y a déjà beaucoup de Français qui y sont, beaucoup de Français qui ont créé là-bas. Il y a une facilité de développement parce que dès que vous avez une idée, elle va forcément marcher là-bas vu qu'il y a une concurrence beaucoup plus faible. Voilà, vous ouvrez une pizzeria, elle va forcément marcher puisqu'il y a peu de pizzaiolos au Vietnam en fait. Donc n'hésitez pas à y aller avec des idées qui peut-être ne marcheront pas en France, mais qui vont certainement marcher au Vietnam. Et puis l'intérêt des pays d'Asie du Sud-Est, pas spécialement le Vietnam, mais effectivement tous ces pays en général, c'est que l'investissement que vous y faites est bien souvent moindre également. Si vous devez ouvrir une pizzeria, disons, comme tu le mentionnais, en France, ça va vous coûter quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros de tout régler pour le lancement de votre ouverture, de votre, de votre restaurant, je veux dire. Il va y avoir une question de sanitaire, d'évaluation, des vérifications des différentes qualifications de vos employés, etc. Ça va prendre beaucoup de temps, il y a beaucoup de charges. Bref, c'est un investissement et un temps à mettre dans l'ouverture de votre succursale, de votre établissement, qui va vous être très coûteux. Alors que dans ces pays-là, bon, déjà quelques normes en moins, et puis il suffit de regarder et de voir qu'en fait, les coûts étant tellement moins chers, eh bien, même si l'ouverture de votre établissement venait à être un échec, vous n'aurez perdu que le quart, voire le dixième de ce que vous auriez investi en France, ce qui vous laisse plus de marge de manœuvre pour réinvestir dans un autre projet. Il ne faut pas y aller sans fonds, il faut quand même prévoir un minimum pour investir sur place, sachant que dans la plupart de ces pays, tout ce qui est investi sur place ne repart jamais dans vos pays d'origine après. Il sera très difficile de refaire transvaser votre argent dans, je ne sais pas, les monnaies cambodgiennes, laotiennes, etc., en euros après. Mais qu'importe, car si vous avez vraiment prévu de vous y installer, prévoyez votre budget, économisez, ayez des idées et soyez audacieux dans vos investissements. Mais dis-moi, mon cher Xavier, en dehors du Vietnam, que penses-tu des destinations un peu en vogue comme Dubaï, ou Hong Kong ou Singapour? Ah, effectivement, on pourra rajouter à ta liste Taïwan, bien que ce ne soit pas exactement les mêmes conditions, mais ce sont des pays qui nécessitent de plus grands investissements et des revenus plus importants pour s'y installer. Ça coûte assez cher, mais malgré tout, qui peuvent largement valoir le coup. Ce sont des pays qui présentent quand même des cadres de vie assez luxueux, hein. Tout est fait dans la démesure et dans le luxe, dans le marbre, dans ces pays afin d'attirer les expatriés. Il y a également régulièrement des réductions d'imposition pour les nouveaux expatriés. En fait, tout l'intérêt de ces pays, ce sont des pays qui se sont formés non pas sur l'utilisation des ressources naturelles dont ils disposent, car souvent ils n'en ont pas. Je dirais que c'est à peu près équivalent d'ailleurs pour la Corée du Sud, mais qui malheureusement, au vu de ses très nombreuses heures de travail, ne peut être que moins intéressante que bien des pays qu'on vient d'évoquer, hein, Dubaï, le Qatar, etc. Euh, Dubaï et le Qatar ont pu se servir des ressources pétrolifères. Mais l'intérêt d'aller dans ces endroits aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'aller dans les domaines de l'énergie. Ce sont encore des secteurs en forte croissance, évidemment, mais vous pouvez également y amener une French touch, hein, votre propre vision des choses, votre propre créativité qui manque parfois dans certains pays. Et là, y trouver des conditions de travail bien meilleures, des conditions de vie bien meilleures, avec le must du must en termes de technologie et d'agencement de ville, avec évidemment une sécurité bien au-delà de tout ce que vous pourriez voir en France. Et donc, effectivement, quitte à mettre vraiment de l'argent pour s'expatrier, vous pouvez essayer ces pays. Après, il faut également vous adapter à la culture locale, à la langue locale dans certains cas, bien qu'un bon anglais peut souvent suffire pour trouver un travail et pour les premières interactions locales. Voilà, vraiment, positionnez-vous et dites-vous que si vous avez vraiment de fortes sommes à investir, effectivement, des pays moins développés peuvent être un peu moins intéressants dans la mesure où ils n'auront pas toutes les infrastructures nécessaires à votre type de business. Eh bien, allez chercher des pays qui ont déjà ce qu'il vous faut et regardez surtout les conditions d'installation. Au bout de combien de temps vous pouvez obtenir un permis de résidence permanent. Le cas échéant, si vous pensez à Dubaï, eh bien, ça peut être une destination
de connexion. C'est un endroit qui est très relié au monde de par les vols, hein. Faut pas oublier que, les compagnies aériennes de ces pays-là sont parmi les plus développées et ce sont des hubs de création, des hubs d'ingénieurs, des hubs de designers. Il y a des gens qui viennent du monde entier qui se retrouvent là-bas chaque année pour tout un tas de foires, tout un tas d'événements et ce sont des endroits qui vont vous permettre d'accéder à d'autres expatriés, à d'autres créateurs qui vont vous conduire vers de meilleures méthodes, de meilleurs business et de meilleurs investissements in fine. Je pense que il faut regarder aussi le nombre d'opportunités que vous obtenez à chaque fois que vous allez dans un nouveau pays. Aller dans les pays de l'Asie du Sud-Est, ça peut vous permettre de rencontrer notamment des anglophones qui vont là-bas pour faire prof, etc. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt économique pour vous? Si vous n'êtes pas dans l'éducation, pas forcément. Par contre, il peut également y avoir des locaux qui seraient forts dans des domaines technologiques. Voilà. Maintenant, quand on regarde les pays du Moyen-Orient, souvent, ce sont des pays qui vont investir dans de nombreux pays, mais notamment la plupart des pays européens. Donc, si vous-même vous voulez jouer la carte de votre côté français, votre côté européen, allez dans ces pays-là et faites connaître vos qualités, faites connaître les qualités de votre pays à ces gens pour qu'ils investissent et prenez votre commission au passage. Bref, il existe tout un tas d'expatriations réussies, il n'y a pas un modèle général, mais il faut surtout trouver votre idée et vous y tenir, travailler pour y parvenir. Alors moi j'avais simplement une question. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement s'intégrer dans un pays en tant qu'expatrié? On voit bien que l'expatriation en France ne fonctionne pas. Alors est-ce que tu penses qu'on peut réellement s'expatrier si on en revient au Vietnam? Est-ce que les Vietnamiens nous considéreront un jour comme des Vietnamiens? Je pense pas, parce qu'à mon avis les Vietnamiens doivent être moins soumis à une forme d'idéologie républicaniste française. Est-ce que tu penses qu'on va être considéré un jour comme leurs égaux? Comment ça se passe en tant qu'expatrié, la vie quotidienne vis-à-vis des locaux? Alors vis-à-vis des locaux, effectivement, il y a toujours une petite différence, mais elle n'est pas forcément à notre désavantage. En fait, il y a une espèce d'intimidation au début qui peut se créer. Les gens ont un peu peur des étrangers, c'est normal. Et puis il y a ensuite une fascination, hein, un intérêt pour ta culture. Et c'est toujours bien de pouvoir la partager, de pouvoir échanger avec les autres et créer tout en découvrant leur culture, puisque tu es là-bas et tu es sur place pour apprendre essentiellement ce que font et ce que produisent dans leur propre pays. Mais effectivement, tu ramènes toujours un peu avec toi ton bagage français, qui n'est pas des moindres. Nous sommes encore une fois un des pays avec la littérature la plus développée au monde. Nous avons de la musique, des films, tout un tas de références culturelles que nous pouvons amener et qui peuvent intéresser à l'étranger. Donc il faut parfaire et aiguiser, sa culture, hein, son niveau de réflexion pour pouvoir s'insérer dans un pays. Après effectivement, il faut faire l'effort de maîtriser la langue car bien souvent c'est ce qui dénote à l'étranger. Bon, si vous êtes en France, vous êtes habitué du coup à avoir déjà des personnes de tout type d'ethnie qui viennent vous parler, parfois dans un français parfait, parfois pas du tout, mais vous ne pouvez pas juger simplement à l'apparence. Les gens dans les autres pays, quand ils voient quelqu'un d'une ethnie différente, et là je parle des pays avec une immigration quand même moindre par rapport à ceux de l'Union européenne, ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui a une apparence très différente, mais qui s'est intégré à leur culture et à leur langue. Et ils vous récompenseront pour ça. Alors, je ne dis pas qu'ils vont vous donner du pognon, hein. Tout simplement, ils seront contents, ils vous feront un grand sourire de voir que vous essayez de vous acclimater, que vous essayez de produire quelque chose localement et que vous n'êtes pas là juste pour dépendre de leur société et ne rien leur apporter. Non, au contraire, vous êtes proactif. Vous avez véritablement une valeur ajoutée pour le pays. Et donc, vous allez faire un certain nombre de rencontres qui vont vous être bénéfiques à terme. Et je dirais que le local dans la rue vous dévisagera toujours, mais dès que vous lui demanderez gentiment dans sa langue un peu d'aide, il sera toujours ouvert à vous la donner, hein, du moment que ça reste raisonnable évidemment. Et puis les liens que vous allez tisser avec quelques-uns de ces locaux vont être en fait des amitiés encore plus profondes que vous auriez pu en produire en France avec d'autres Français, tout simplement parce que vous ne vous seriez pas posé la question de comment va-t-il me comprendre? Vous vous seriez dit, ah bah oui, évidemment, on a le même cadre de référence, je peux lui balancer tout dans la tronche, et s'il comprend pas, c'est qu'il est con, hein, parce qu'il n'a pas lu les mêmes livres que moi, il n'a pas vu les mêmes films. Il y a une espèce de jugement de valeur en France qui est très fort, malheureusement, qui n'existe pas forcément dans ces pays-là. Et là, le fait que vous fassiez un effort supplémentaire pour aller vers eux et pour les comprendre, eh bien, ils vont
en prendre, compte, tout simplement. Ils vont réaliser que vous êtes là parce que vous aimez ce pays, que vous pourriez être dans votre pays avec des revenus plus élevés et cetera. Parfois, ils s'imaginent que la France est un véritable paradis d'ailleurs, hein, ils se demandent pourquoi vous allez chez eux, mais vous leur dites que vous êtes là parce que vous êtes intéressés et que vous avez une volonté de vous intégrer et vous verrez qu'au final, en fait, vous serez bien mieux intégrés, bien qu'évidemment, vous n'aurez pas souvent la nationalité du pays. C'est vrai que la France délivre des nationalités bien plus simplement que l'immense majorité des autres pays dans le monde, hein. Il faut avouer que bien souvent, vous aurez une carte de résident permanent, mais vous n'aurez pas forcément les mêmes droits juridiques qu'une personne locale. Après, si vous faites des enfants localement, eux, bien souvent, pourront hériter de leur nationalité locale. Donc, à voir si vous considérez vous installer là-bas seul ou en couple. Souvent, les couples en expatriation, d'ailleurs, ça fonctionne assez mal, surtout au Canada. Ah bon, est-ce que tu en connais la raison? Pourquoi est-ce qu'on peut pas forcément s'expatrier en couple au Canada? Alors, pour avoir connu plusieurs couples qui se sont expatriés dans différents types de pays, je peux dire que déjà dans les pays chauds, les pays notamment donc d'Asie du Sud-Est pour revenir à ces exemples-là, bien souvent, ça demande d'avoir une endurance commune. Il faut savoir que dans ces pays-là, on va changer énormément d'habitudes alimentaires, on va être soumis à des conditions climatiques assez lourdes, hein, je parle d'humidité, des insectes, etc. Ça peut être un peu effrayant. Et si l'un des deux flanche, ou l'une des deux bien souvent malheureusement, eh bien, elle va souvent vouloir rentrer directement au pays d'origine. Et donc, l'expatriation à deux requiert vraiment d'être prêt à faire cette abnégation, ce sacrifice commun pour se dire non, on doit s'installer sur place et ce ne sera pas simple, mais nous devons nous investir afin de pénétrer dans le pays. Si vous êtes à deux, bien souvent, il y en a un des deux qui va prendre le lead et qui va commencer à parler la langue locale, qui va certainement impressionner l'autre, et l'autre va en fait se mettre dans un espèce de cocon et toujours dépendre de l'autre personne pour pouvoir traduire, pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer et simplement aller faire ses courses, hein, par exemple. L'autre personne va être complètement perdue du moment qu'elle ne sera plus dans son couple et va vraiment s'affaiblir au point de vouloir quitter le pays en se sentant complètement isolée. Ne va pas aller vers les autres étrangers ou même les locaux. Pour ce OK. qui est des expatriations en couple en Europe, par contre, j'ai déjà connu des expatriés d'Afrique du Nord qui étaient venus s'installer dans des pays d'Europe de l'Est. Alors là, on ne parle pas de français malheureusement, mais c'était des francophones. Donc ils avaient plus ou moins la même idéologie sur un certain nombre de points. Là, à l'inverse, ils ont trouvé qu'il était plus simple pour eux de vivre de façon libre en fait dans ces pays-là, tout simplement parce qu'ils avaient des valeurs assez traditionnalistes, encore une fois, et qu'ils étaient un peu mal perçus en fait dans la façon de vivre qu'ils avaient quand ils étaient en France. Et ils ont préféré ces pays d'Europe de l'Est parce que tout simplement là-bas, les gens ne les jugeaient pas forcément là-dessus et ils ont pu avoir, voilà, c'était un couple qui avait un certain nombre d'enfants qui n'était donc pas vu comme étant trop proche de la famille Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Voilà. Et puis pour les expatriations en Amérique du Nord, surtout au Canada, pareil, c'est un pays qui isole pas mal ses expatriés, hein, surtout ceux qui vont dans les domaines d'informatique, qui se retrouvent à faire du télétravail à longueur de journée. Bien souvent, ça érode les couples et j'ai connu de nombreux couples français qui n'ont pas tenu au Canada, qui pensaient vraiment là-bas trouver une espèce de France à moitié américaine et qui ont été assez déçus du fait que effectivement les coûts de la vie sont encore une fois assez conséquents là-bas et que sans essayer de s'acclimater auprès des Québécois, ce n'est pas juste la France, il y a énormément de différences et on peut très vite être sécularisé. Eh bien, très bien. Euh, alors, en termes de ce que les expatriés ne nous disent pas toujours, ce que vous disent pas toujours, est-ce que le poids de la distance avec la famille, est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien sûr, mon cher Gaston. Alors, tu peux voir toi-même que si tu as été faire ta nationalité dans un autre pays européen, peut-être que tu as eu des questionnements de la part de ta famille. Je ne sais pas si c'est le cas, tu pourras me répondre là-dessus juste après. Je tiens à te dire que bien souvent, la famille n'a pas vraiment d'appréhension car elle ne croit pas en fait à ton départ, hein. Bien souvent, la famille se dit que c'est impossible, que ce n'est qu'une passe dans ta vie, c'est une expérience et voit ça comme si tu partais en voyage, hein. C'est bien souvent ce que les parents se disent pour se rassurer, et cetera. Ensuite, une fois que tu es vraiment sur place et que tu obtiens tous tes papiers d'immigration, que tu leur montres qu'effectivement tu vas bel et bien rester comme tu l'avais planifié et que ce que tu avais établi comme plan pour ton économie locale et ta carrière arrive à fonctionner, là effectivement l'inquiétude arrive souvent
et ils commencent à se poser un certain nombre de questions. Il y a 2 types de réactions. Souvent, soit ils vont venir te voir sur place, quand ils en ont les moyens et le temps, ce qui n'est pas le cas pour, beaucoup de monde malheureusement. Afin quand même de se rassurer, de voir un peu ton cadre, là où tu habites, tes amis et cetera, pour se dire quand même que oui, c'est l'autre bout du monde, mais quand même, il existe là-bas des gens, de bonne vertu, de bonne qualité qui sauront prendre soin de toi, hein. Ils ont besoin de se mettre ça dans la tête et parfois, effectivement, la famille peut se retrouver assez inquiète et distante, en fait, c'est assez paradoxal, mais malgré le fait qu'ils sont assez inquiets, tu pourrais te dire qu'ils vont t'appeler, tous les jours pour te demander des nouvelles. Non, en réalité, ils noient cette espèce de mouron et quand tu leur annonces, par exemple, que, tu as pris un nom d'usage, d'adoption, dans ta famille, coréenne et que maintenant tu as un nom, coréen, qui te sera attribué uniquement sur des papiers, hein, ou simplement pour tes amis, et ils vont commencer à se dire que tu perds ton identité française et ils vont commencer à, prendre en compte le fait que tu es peut-être parti non seulement parce que tu avais envie d'aller dans ce pays-là, mais également parce que tu en avais marre de la France et parfois, ils vont même se demander si tu n'en avais pas marre d'être avec eux. Effectivement, ce n'est pas le cas, hein. On n'a pas envie de quitter notre famille et de détruire notre foyer, en allant dans un autre pays. Mais c'est un sacrifice qu'on fait afin de chercher une vie différente ailleurs et il faut les amener à accepter notre choix et à les inviter éventuellement à nous rejoindre, le cas où on arriverait évidemment à obtenir une situation conséquente. Et toi Gaston, est-ce que tu aurais peur de tout quitter? Est-ce que tu penses que ta famille te retiendrait? Alors là, je pense qu'il faut avoir un positionnement assez intelligent, justement, c'est de rassurer sa famille sur le fait que, oui, on part loin, mais que grâce au mondialisme, c'est quand même assez facile de se retrouver un peu partout à travers le globe. Bon, sauf à la défaveur de certains événements historiques comme le Covid, où une pause a dû être faite en termes de voyage, mais c'est assez facile d'aller voir un proche ou une proche, même si elle habite à l'autre bout du monde. Ça, c'est le premier point par rapport à la famille. En termes d'inquiétude, non, je pense qu'il faut avoir le courage et le déclic de simplement quitter ce qu'on connaît pour créer mieux ailleurs, en fait. Et à partir du moment où on peut exprimer cette volonté-là auprès de sa famille, auprès des proches qui nous aiment, qui vont voir qu'on fait un choix réfléchi, en fait, tout simplement, et qui sont rassurés, bah, ils peuvent nous encourager à aller voir le monde, découvrir le monde. C'est vrai, mon cher Gaston, et il n'y a rien de plus beau que cet encouragement, en fait, de pouvoir recevoir les soutiens de sa famille, hein, de ses plus proches qui nous disent: «Vas-y, je sais que tu fais ça pour ton bien, je sais que tu fais ça pour avoir une vie meilleure», et bien effectivement, et il n'y a rien de plus chaleureux au moment du départ, plutôt que des pleurs, des jérémiades et parfois de la jalousie. Parce qu'il y a également dans votre entourage, pas forcément votre famille, mais des gens qui ont toujours cette mentalité de French dreamer de merde et qui veulent vous voir échouer. Ils vous disent: «Ah oui, allez, à la semaine prochaine, hein, j'ai hâte de te revoir, d'ici 2 ans quand tu seras revenu parce que tu auras échoué», et effectivement, il y a des gens qui échouent leur expatriation, il y a des gens qui reviennent, bredouilles, qui n'avaient pas vraiment prévu, les différences sur place ou qui se sont retrouvés à échouer dans leur projet. Ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément les tacler et leur dire que, «Oui, tu n'étais personne en France, donc tu ne seras personne ailleurs». C'est faux, c'est complètement faux. Recommencer une vie, déjà, en changeant de région ou de ville en France, ça permet d'améliorer grandement ces conditions, hein, de se sentir dans un corps, plus libéré et une mentalité, bien plus à l'affût des différentes opportunités parce qu'on est dans un milieu nouveau qu'on découvre et on se dit: «Allez, il faut que je me bouge, il faut que je me donne les moyens de réussir», et bien, penser comme un winner, penser comme quelqu'un qui a du succès, c'est quelque chose de très important quand on s'expatrie parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes en mode survie, hein. Comme dans certains jeux vidéo où vous augmentez la difficulté, là, vous n'avez plus la possibilité de perdre. Si vous échouez, parfois vous pouvez rentrer, mais vous allez subir une forte pression sociale et en plus vous serez certainement ruiné. Alors non, il faut que vous disiez que cette expatriation, c'est un choix réfléchi, mature et qui va vous permettre de vous épanouir. Vous avez intérêt à y investir tout ce que vous avez en termes d'effort, de mentalité et de délivrer vraiment votre efficacité maximum lorsque vous êtes sur place. C'est assez compliqué parce que souvent on a envie de découvrir un peu les pays et de se relaxer, mais non, il faut véritablement vous donner des objectifs, y parvenir et ensuite profiter du pays. Et en termes de retour en France, justement, si notre petite expatriation, si notre aventure venait à échouer, euh,
quel serait, je pense que tu peux nous en parler, le défi de la réexpatriation, revenir dans son pays d'origine avec tout ce qu'on connaît de la vision critique de son propre pays et de ce qu'on a pu expérimenter ailleurs. La réexpatriation, ça existe pour les jeunes. C'est-à-dire qu'avoir essayé quelques années d'aller habiter au Canada, aux États-Unis, etc., en Chine, je ne sais où, et se dire qu'au final, on n'était pas dans le bon pays, pas dans le bon système, eh bien, on peut tenter de revenir en France si on n'a pas vécu suffisamment en France en termes de travail, en termes d'expérience, voilà, qu'on a quitté la France trop jeune et qu'on n'avait pas eu le temps de la vivre comme un adulte. Là, effectivement, je pense qu'il peut exister ce cadre dans lequel on peut se dire, bon voilà, je donne une nouvelle chance à la France. Pour ceux qui, comme nous, avons déjà vécu la France suffisamment pour savoir qu'un certain nombre de problèmes ne vont pas tendre à s'améliorer dans les années, voire les décennies à venir, effectivement, non. La réémigration n'est pas, enfin, la réexpatriation n'est pas une véritable solution. Non, il faut véritablement trouver une solution de secours. Rester dans le pays où on est expatrié, mais changer de plan, trouver un autre pays tiers dans lequel s'installer, il y a toujours des solutions. Je pense que la réexpatriation est quelque chose de très dur à vivre parce que simplement, vous allez vous retrouver avec des Français qui n'auront aucun intérêt à vous accueillir chaleureusement. Là, je ne parle pas de votre famille, mais je parle de la France en général. Vous aurez gagné une expérience inestimable de travail dans d'autres pays avec des cadres et des cultures totalement différentes qui vous ont certainement construit, vous donneront une forte valeur ajoutée, mais ça ne se perçoit pas dans votre CV. Vous direz, oui, regardez, j'ai travaillé dans 4 ou 5 pays. Si vous travaillez dans l'hôtellerie, par exemple, ça peut avoir vraiment une répercussion sur l'emploi. Mais si vous travaillez dans des domaines tels que le médical, l'informatique, que sais-je, l'ingénierie, eh bien, vous n'aurez pas forcément un avantage. Les Français regardent leur nombril et ils ne se sortent pas le doigt du derche pour aller voir si les choses se font mieux ailleurs. Ils pensent toujours être les meilleurs, ils sont très chauvins et bien souvent, ça ne vous apportera pas autant de rayonnance que vous pourriez l'espérer en disant «Regardez, j'ai été faire mes expériences à droite à gauche». Le Français aime bien un petit stage au Japon de 6 mois pendant son bac+5, mais le Français n'aime pas quelqu'un qui a réussi à rester 10 ans à habiter à Singapour en ayant une entreprise qui lui appartenait, par exemple. Hein. Bon, si vous sortez de 10 ans avec votre propre entreprise à Singapour, généralement, c'est assez simple de retrouver vos repères et de vous relancer ailleurs. Mais dans le cas où vous seriez dans un entre-deux, ne retentez pas la France immédiatement. Faites en sorte de trouver une autre option. Quitte à retourner en Europe, parce que là-bas, vous aurez toujours le droit de résider, du moins dans l'Union européenne, vous ne serez pas virable. Donc, le temps que vous trouviez autre chose, retournez dans un pays, mais qui sera plus accessible et avec une meilleure mentalité. Mais fuyez la France si vous avez réussi à vous en détacher. Eh bien, très bien pour ces explications, mon cher Xavier. Maintenant, si on pouvait conclure, quels sont pour toi vraiment les avantages et les inconvénients de l'expatriation? Qu'est-ce qu'on entend par vivre mieux et ailleurs? Alors, les avantages, tout, les inconvénients, rien, merci, au revoir. Non. Les avantages de l'expatriation, eh bien, ce sont de vivre une nouvelle aventure, de vous remettre en question et de vous développer. En fait, vous allez grandir à nouveau, tout comme vous êtes passé de l'âge enfant à l'âge adulte, eh bien là, vous allez passer dans un nouvel âge de votre vie où vous allez vous créer une identité à la fois sur votre existence en tant que Français dans le monde, mais également vous allez créer une nouvelle identité par rapport à votre future citoyenneté, future résidence dans un autre pays. Donc je pense que ça va vous apporter sur le plan personnel énormément. Il y a également possibilité de trouver un travail qui sera bien mieux rémunéré, qui vous donnera de bien meilleures conditions de travail. Il ne faut pas oublier de mentionner que les bureaux sont juste magnifiques et super bien entretenus dans beaucoup d'autres pays que la France, étonnamment. Et puis enfin, ce sera une expérience avec du sourire, avec du soleil, avec tout simplement un cadre de vie dont vous ne pourriez même pas rêver, même en habitant sur la Côte d'Azur. Donc, essayez, donnez-vous une chance, voyagez, voyez et découvrez le pays qui vous correspond le mieux. Il sera de toute façon plus avantageux pour vous d'y passer un certain temps que de rester à traîner en France et au final commencer à déprimer, ne plus avoir la force de faire ce mouvement. Si vous pensez avoir le déclic, regardez, partez et vivez votre expérience. Alors les inconvénients, comme je l'ai déjà mentionné, le français va vous rabaisser, les Français autour de vous ne vous aideront pas, rarement, et ceux qui vous accueilleront au retour ne seront pas très chaleureux. Mais s'il n'y a pas de retour, si vous ne dépendez pas des autres, si vous êtes véritablement capable de vous assumer, si vous êtes à la fois autonome, que vous êtes à la fois entreprenant et que vous avez vraiment la gagne au fond de vous, alors vous pouvez réussir. Les inconvénients, ce seront
des nouvelles démarches, des langues à apprendre, des efforts à fournir. Évidemment qu'il en faudra, mais il en aurait également fallu dans un certain nombre de situations en France. Donc, de toute façon, ces inconvénients sont largement contrebalancés par les avantages. Et je pense qu'il est grand temps pour les Français qui ont envie de s'expatrier de faire leur propre choix et leur propre départ. Effectivement, alors merci pour cette conclusion et ces synthèses. Merci pour ces conseils, merci pour ces explications, cette pédagogie que tu as. Et si tu pouvais simplement nous donner un mot de la fin. Merci beaucoup à toi Gaston, et bien à très bientôt pour un nouvel épisode tous ensemble, et surtout j'attends l'épisode 2 de l'expatriation que nous ferons une fois que nous aurons accompli notre propre prochaine expatriation, bref, à suivre sur le French Dream. Effectivement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On vous rappelle aussi qu'on a un Patreon sur lequel vous pouvez retrouver des bonus qui ne passeront pas sur YouTube pour plusieurs raisons, notamment la raison de la liberté d'expression et du respect de la communauté, sans jamais nommer laquelle. On vous laisse sur ces belles paroles. Bonne soirée à tous. Au revoir.